Bonsoir, Alichas à tous. Je vais monter sur l'estrade, parce que d'aucuns se sont émus que le citoyen n'a pas sa place. Je pense, moi, personnellement, que le citoyen doit prendre sa place. Voilà. La dame qui m'a dit, qu'est-ce que tu fous encore sur le canapé? J'ai dit, j'attends les people, j'attends Macron à la télé. Il m'a dit, t'as qu'à aller voir Bayrou, tu le verras de plus près. Bon. Il est plus près en général. Il est plus près. Bon. Moi, j'aime apporter un peu de légèreté à ce que je dis. Je me questionne, je suis sur les ronds-points depuis le 17 novembre. Et je suis très impressionné par l'aéropage de connaissances qui est derrière moi. J'en ai beaucoup moins, mais j'en ai quelques-unes, tout de même. Aujourd'hui, on parle de citoyenneté, on parle de démocratie. Bon, les citoyens qui sont là, ils n'ont pas tous fait des grandes études, j'en fais partie, mais ils ont tout de même des vies, des femmes, des enfants, des factures à payer, et ils se questionnent sur, mais qu'est-ce qu'il fait Bayrou? Qu'est-ce qu'il fait le député? Qu'est-ce qu'il fait le président? Bon, le président, on sait bien ce qu'il fait. Il pédale dans la semoule et il est complètement perdu. Bon, ça, on a compris. Bon, je pense qu'on a tous compris ça. Parce que c'est quelqu'un qui a été bombardé là. Il est complètement dépourvu. Bon, il a monté ce grand débat pour essayer de se raccrocher aux ranches. Moi, personnellement, j'ai voté très très longtemps. J'ai exercé mon droit de vote parce que je pensais que c'était quelque chose d'important. Je pensais que c'était un héritage de mes parents. Je pensais que ça allait changer ma vie. Bon. Jusqu'au jour où je suis allé à une réunion du Parti Socialiste, traîné par un copain, parce que je ne suis pas tellement, moi, parti et machin. Je suis plutôt les copains du rugby et aller boire un café. Bon, bref. Je suis allé à une réunion du Parti Socialiste pour les élections régionales. Bon, ça aurait pu être une réunion du Modem, mais François, c'était la même. Ça aurait été mieux. C'était la même. C'était la même. Ça aurait été mieux. Bon. Et j'ai passé 2 heures assis sur une chaise, fort inconfortable d'ailleurs. Et tout ce que j'ai retenu du débat, c'est que M. Machin était numéro 1 sur la liste, Madame Truc, elle était numéro 2, M. Chose numéro 3, et etc. Bon, c'était le vide intersidéral des idées et des convictions. Bon, je me suis dit quand même, je vais foutre le camp. Le copain me dit, arrête, il y a l'apéro, on reste. Bon, on reste. Mais tout de même, ma confiance dans la démocratie en a pris un coup. Et je me suis dit, finalement, voter, ça ne sert pas à grand-chose parce que ces mecs-là, ils n'ont rien à me proposer, ils n'ont pas à me questionner sur ma vie. Et pour tout dire, ils n'ont rien à dire à part prendre quelques places. Je ne vois pas très bien l'intérêt pour moi de leur parler. Et voilà où on en est aujourd'hui. On est sur un État qui devrait être un État légaliste, qui devrait être un État où le pouvoir s'exerce de manière horizontale, et on a des droits qui servent à rien. On a des droits qui servent à rien. On va voter comme au PMU, on choisit un cheval, il arrive, et on est content parce qu'on a un beau cheval. Voilà. Moi, je suis abasourdi par la surdité des gens qui ont réussi à capter le pouvoir par les urnes. Et je comprends une chose, c'est qu'il faut que ça change. Malheureusement, je ne suis pas assez intelligent pour vous dire comment il faut que ça change. Mais, attendez, je finis. Je vais pas monopoliser l'attention trop de temps. Je finis 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Je vous demande de vous taire. Je termine mon intervention. J'ai mis une casquette gendarme, pas pour faire le guignol, mais parce que j'ai servi l'État pendant 30 années. Et qu'aujourd'hui, je suis extrêmement triste que l'État n'écoute plus ses citoyens. Voilà. Et voilà. Et je m'interroge sur la légalité de la loi. Je m'interroge sur le procureur de Paris qui envoie des parquetiers en perquisition. Je m'interroge sur les coups de matraque qu'on prend sur la tronche. Malheureusement, c'est pour vos policiers, c'est pour vos gendarmes. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Non, mais je ne leur en tiens pas rigueur. Ils font un métier extrêmement difficile. Voilà.
Je pense qu'il y a une dame tout à l'heure qui m'a vraiment fait plaisir, qui a parlé de réforme constitutionnelle. Je pense qu'on ne peut pas foutre un coup de ripolin. On n'était pas salaud, François. Ah si. François. Je pense qu'on ne peut pas foutre un coup de ripolin. La 4e République, elle a implosé. Et la 5e, s'il vous plaît. Et la 5e, c'est un homme qui détient tous les rênes du pouvoir. Bon, allez. Bam, parce que ma femme elle a fait des crêpes et je ne voudrais pas les rater. Merci. Bon, on a des intermèdes, on a tout ce qu'il faut. Je vais vous donner la parole. Alors, je voudrais juste poser une question très courte et très simple. Puisqu'on est sur la question de la démocratie, eh bien, on emploie beaucoup le mot de citoyen. Et je souhaiterais qu'on définisse le citoyen peut-être en disant qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Est-ce que c'est juste l'habitant d'une ville? Est-ce que c'est, par exemple, moi, avec ma personnalité profonde, qui a envie d'avoir mon image? Est-ce que c'est moi, avec mes intérêts personnels, ma vie intime ou pas Voilà, qu'est-ce qu'un citoyen et est-ce qu'il y a des conditions quelle est la signification précise du mot? Peut-être juste, voilà. Moi, je peux proposer un début de réponse, si vous m'interrogez. Ils vont répondre aussi là-haut. Moi, j'ai une définition de la démocratie. C'est une très belle définition. J'ai jamais trouvé de définition plus riche que celle-là. C'est un philosophe qui s'appelle Marc Sangnier. Et Marc Sangnier, il a dit, la démocratie, c'est l'organisation de la société qui permet de porter à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. La conscience, on parlait tout à l'heure d'information, de formation, et la responsabilité des citoyens. Le problème, c'est qu'il arrive assez souvent que les formes de la démocratie ne favorisent ni la conscience ni la responsabilité. Et pour moi, c'est ça un bon critère. Alors, messieurs les universitaires, monsieur le professeur Gourdou. Le problème, c'est qu'on confond souvent le citoyen et l'individu. Il me semble que ce qui différencie notamment le citoyen de l'individu, c'est qu'il se projette dans la vie de la société. Il ne se focalise pas simplement sur ses propres problèmes, ses propres difficultés du moment, etc. Mais il s'implique, il essaie de trouver des solutions. Il n'est pas simplement non plus dans le rejet, la négativité. J'ai bien apprécié la première intervention. Je crois qu'être citoyen, c'est s'interroger sur son propre comportement, sa propre action au service des autres. C'est ma définition ou mon début de définition. Madame, tout à l'heure, a très bien parlé en parlant de bénévolat et d'engagement. Le citoyen, c'est quelqu'un qui est engagé dans la cité, engagé auprès des autres. Et qui se sent responsable des autres. Le problème, c'est que il arrive assez souvent, vous connaissez, Kennedy a fait depuis longtemps une phrase sur ce sujet, il arrive assez souvent qu'on pense que la société doit être à son service à soi. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui considère qu'il est co-responsable de la société dans laquelle il vit. Ce n'est pas un consommateur. C'est un responsable. Alors, c'est une définition un peu idéale, mais... Alors, une intervention... je vois un pull rouge là-bas. Voilà. Bonsoir, merci de me donner la parole. Dans l'agglomération, il y a beaucoup d'associations. Elles sont sportives, culturelles, sociales, humanitaires. Ces associations fonctionnent avec ses adhérents, des dotations de la CAF, du département et des mairies.
Or, ces associations avaient, il y a de cela 1 an déjà, des contrats aidés. Ces contrats aidés permettaient à des jeunes sans emploi de trouver une situation sur 1 an, voire 2 ans renouvelables, de leur apporter une formation, et lorsqu'elles quittaient les associations, ça faisait un petit plus sur leur CV. Actuellement, ces associations peinent. Elles sont, pour la majeure partie, et présentent un déficit sur leur bilan en fin d'année. Elles fonctionnent sur leurs fonds propres. Mais cela ne va pas durer longtemps. D'ici 2-3 ans, il n'y aura plus de fonds. Pour l'instant, il n'y a pas de remplacement à ces contrats aidés. Donc, que fait la CAF, le département, les mairies, l'État, pour pouvoir remplacer ces contrats? Déjà, il y a 6 mois, la MJC de Gelos a fermé. Elle a mis la clé sous la porte. Déficit. Il n'y a plus d'argent. Non, non. C'est pas le sujet. Ensuite, grosse question. Est-ce que Régis Laurent est là? Non. Oui, elle a été reprise par une autre association. Non, c'est parce mais que... il n'empêche que la MJC de Gelos était en déficit. Oui. Bon, enfin, peu importe, c'est fait, c'est fait. Hein. Je voulais vous dire que ces associations donc étaient en difficulté. De plus, ces associations fonctionnent avec beaucoup de bénévoles. Si ces associations mettent la clé sous la porte, les bénévoles partiront. Qui s'occupera des jeunes et des aînés? Merci. Non, pour vous répondre, monsieur, il a été annoncé récemment qu'on était en train de mettre en place un remplacement des contrats aidés par un contrat spécial réservé aux associations qui coûterait moins cher et qui permettrait de prendre le relais des contrats aidés. Et d'ailleurs, si j'ai bien entendu, le président de la République, cette semaine, a dit que ça n'avait pas été une bonne décision. Donc on peut espérer qu'on reviendra sur cette décision. Mais tout ça, c'est pour une raison assez simple. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paie. Pardon ? On paye tous au pot commun. Non. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que oui, nous participons tous au pot commun, nous payons la TVA tous, mais comme on est un pays en déficit chronique, ce n'est pas vous qui participez au pot commun, c'est vos enfants. Mais ne dites pas, écoutez, moi, je veux bien qu'on s'engueule. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est vos enfants qui paient. Non, c'est pas vrai. Moi, je ne veux pas faire de polémique inutile. Je ne veux pas faire de polémique inutile. Est-ce que vous pouvez essayer de ne pas crier? Ben, vous attendez de la voir, peut-être. Ben si. Absolument. Vous avez... Vous vous rendez compte de ce que ça fait pour vos amis? 100 milliards. 100 milliards. Chose qu'on pourrait tous dans cette salle, même en travaillant 100 ans, on ne les aurait pas gagnés. C'est une honte. Ensuite, probable. on rajoute le CICE, 25 milliards par an, pour vos amis. Ensuite, on rajoute tous nos petits actionnaires qui ont fait un bénéfice de plus 12% cette année. Ils se sont partagés 57 milliards.
grave. Plus, ensuite, si on revenait sur cette loi des banques, Rothschild, Pompidou et tout le reste, si on revenait là-dessus, on arriverait à récupérer 23 milliards par an. Ça nous a coûté depuis cette loi 1000 milliards. Et c'est nous qui payons, pas vous. Parce qu'encore, ce qui est dit, c'est nous qui vous payons. D'accord? Et ça, j'aimerais que ça se dise haut et fort. Nous, on paie le gouvernement, on paie les députés, les sénateurs et tout ce qui va avec. Et tous ceux qui prennent le taxi. Moi, quand je vais au boulot, c'est avec ma voiture, mon essence, mon argent. En fait, vous savez quoi, monsieur Bayrou? On est revenu au temps de l'esclavage moderne. Avant, les esclaves, ils étaient nus. On les logeait, on leur donnait à manger et en même temps on leur donnait un coup de fouet. La seule chose qu'on a changé, on nous a enlevé le fouet. Par contre, maintenant on paie l'eau, l'électricité, les loyers, les taxes. Et dès que le matin je me lève, j'allume la lumière, je paie une taxe. Mais vous vous rendez compte, dans un pays, et ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Il faut aller le chercher parce qu'il y en a énormément. Et quand j'entends les gens dire « Oh non, il n'y a plus d'argent », si, il y a de l'argent. Il y a énormément d'argent en France. Par contre, moi, qui que ce soit pourrait venir me chercher et en me disant « Je t'offre 10 millions et tu voteras cette loi », eh bien, il serait hors de question parce que j'ai une conscience que plus personne n'a au gouvernement. Bien. Monsieur, je n'ai, excusez-moi, je n'ai aucune réponse à apporter parce que il n'y a pas de réponse à apporter parce que vous le verrez. Essayons. Non, d'abord, je ne suis pas là pour répondre. Je suis là pour animer. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas hurler. Bon, quand j'entends des bêtises, je ne veux pas participer. Voilà, des bêtises. Je prends, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'étais hier soir à l'Assemblée générale des Gilets jaunes, parce que je suis un sympathisant Gilets jaunes. Et je voudrais vous dire, à la première séance, j'étais sympathisant Gilets jaunes et poète de la fraternité. Ce soir, j'aime beaucoup ce thème, démocratie et citoyenneté, car là doit être le berceau d'une pleine humanité qu'on peut nommer fraternité. Les Gilets jaunes sont un raccourci de l'humanité et de chacun de nous, avec du bon et du moins bon. L'immense force des Gilets jaunes, à mes yeux, est de mettre en pratique la démocratie directe, parfois dans la cacophonie, et de déclencher partout, en France et ailleurs, d'innombrables débats. Et cette passionnante démocratie directe, créatrice de fraternité, ne s'arrêtera pas. Parmi les 4 thèmes de ce grand débat, celui-ci est, me semble-t-il, très important, car cette démocratie directe de proximité, intensément vécue, booste déjà en humanité nos vies quotidiennes, conformément à la récente charte du devoir de l'humain, sans devoir attendre le mois d'avril et les conclusions présidentielles. De plus, cette nouvelle démocratie conditionne les 3 autres thèmes et a d'immenses vertus. Elle prend en compte les enjeux de demain et répond aux souffrances d'aujourd'hui, qui sont un monstrueux gaspillage d'énergie, une immense solitude très souvent, une effrayante gangrène financière honteusement spéculative, avec 2 mondes qui avancent vers la guerre, celui des sans-voix et celui des puissants. Notre choix pour demain est vital. Blocage, violence, affrontement ou conscience, dialogue, fraternité. J'ai appelé au dialogue, j'ai choisi la fraternité et j'espère que ce sera notre choix partagé ici et aussi ailleurs, et même chez les Gilets jaunes.
Ainsi, Pau mériterait à juste titre, et par-delà nos différences, son slogan « Pau, capitale humaine, capitale fraternelle », symbole du nouveau dialogue, d'une nouvelle alliance constructive de deux mondes opposés, d'un nouveau souffle aussi pour la France en souffrance dans un monde chaotique. Merci beaucoup. C'était la minute de poésie. Bon, monsieur. Bonsoir, vous m'entendez, non? Oui. Pardon. Allez-y, parlez fort dans le oui, micro. Pardon. Bonsoir et merci beaucoup pour ce débat, qui c'est très intéressant. Un peu chaud. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, je m'adresse à vos invités, qui sont tous, ils ont beaucoup de responsabilités. C'est très, très important. Moi, je parle de la démocratie. Comment on peut envisager dans un pays démocratique comme la France, entre 20 et 25% de la population française n'est pas représentée au Parlement. Donc, je suis pour la proportionnelle intégrale. Certains députés, quand j'en ai parlé, ils m'ont dit « La France, il ne sera pas gouvernable. Ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas l'accepter. » Mais si on peut l'accepter, ça existe dans d'autres pays. Mais en France, il y a beaucoup de gens intelligents, de droite, de gauche, de tous bords, pour pouvoir trouver le minimum dans leur programme, voyez, ce qu'on appelle gouvernement national, simplement, pour pouvoir avancer. Ce n'est pas normal qu'il y a une partie de la population qui n'est pas représentée du tout. Je vous remercie beaucoup. Et je vous approuve beaucoup. Monsieur d'Artigol. Alors, rapidement, comme la dernière fois, un point lié à l'actualité. Si nous sommes ce soir dans cette salle, dans cette configuration, c'est parce qu'il y a eu mobilisation, manifestation et rond-point des Gilets jaunes. Et mardi soir, à l'Assemblée nationale, il s'est passé quelque chose de très préoccupant, puisque pour la première fois dans notre République, une majorité s'est dégagée pour donner au pouvoir administratif, aux préfets, représentants du gouvernement dans chaque département, la possibilité d'interdire à un citoyen de manifester en ne donnant plus la possibilité au juge judiciaire, à l'autorité judiciaire de décider de cela. Ça va partir au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée nationale. J'attire simplement l'attention ce soir pour dire que si ça part dans cette direction, c'est extrêmement préoccupant. Moi, je souhaite, Madame la magistrate, que l'autorité judiciaire puisse, dans ma démocratie, être la seule autorité qui va décider de mes droits et de mes devoirs. Première chose. Deuxième chose, Madame, ce que vous avez donné en termes de chiffres, c'est la vérité des prix. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant, puisque maintenant, l'expertise citoyenne, avant c'était des sujets âpres, qui pouvaient apparaître inaccessibles. Maintenant, nous pouvons, sur les réseaux sociaux, où il peut y avoir le pire et le meilleur, nous documenter, nous renseigner. Et les chiffres que vous avez donnés sont exacts. Ils sont exacts sur l'évasion fiscale, et encore, vous n'avez pas parlé d'optimisation fiscale, qui est la manière légale de tricher. Vous avez donné la vérité des prix aussi sur le CICE. Cette année, il y a 40 milliards de CICE. Moi, je n'ai aucun problème quand le CICE part pour aider la PME, la PMI de mon territoire. Je n'ai aucun problème là-dessus. Parce que je sais que ces patrons créent de l'emploi, créent du développement économique et territorial et qu'il y a un cercle vertueux. Par contre, ça m'ennuie quand Google France, je l'avais dit la dernière fois, nous dit les yeux dans les yeux, le CICE, j'aimerais ne pas le toucher, mais on va le recevoir automatiquement. Il y a quand même un véritable problème. La première niche fiscale dans notre pays, c'est les aides aux entreprises, qui font qu'un certain nombre d'entreprises, et vous avez donné un autre chiffre qui est vrai, ne vont pas utiliser ce financement public pour, j'ai envie de dire, des investissements utiles, de l'emploi, de la rémunération, de la formation, de la recherche, de l'innovation, mais ça part vers les dividendes des actionnaires. Je vous le dis parce que là, il y a des chiffres qui, notre cerveau bloque.
comment dans notre pays aujourd'hui, avec les difficultés cumulées, on peut être le champion du versement de dividendes aux actionnaires. Derrière le mot de compétitivité, il y a aujourd'hui une avidité et une cupidité qui n'est plus acceptable pour faire société ensemble. Quand une telle minorité accumule autant et quand l'écrasante majorité ne peut même plus vivre de son salaire, cette société ne peut plus tenir. Elle est au bord du gouffre. Vous avez raison sur une chose, madame. Les dépenses incompressibles, le reste à vivre. C'est-à-dire que les salaires sont si bas, les temps partiels imposés, notamment aux familles monoparentales, la précarisation. J'ai rencontré un jeune qui, chaque fois que je vois un jeune sur des livréos, qui sont, vous savez, ces jeunes, c'est de l'esclavage moderne, qui sont sur ces bicyclettes, on les regarde passer, mais moi je m'arrête chaque fois, je dis, quand ils ne sont pas en course, je dis, on discute un peu, il commence à me connaître, il va se dire, c'est le casse-couille de service, chaque fois il veut discuter, mais ça me passionne ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y en a un quand même, il y a 15 jours, qui m'a dit, je prends des amphétamines pour tenir. Et un autre me disant, mais je suis dans un cercle terrible, parce que chaque fois qu'on me propose un contrat de travail, on me le propose sur une durée qui ne me permet pas de projeter ma vie, de prendre mon appartement, de partir en vacances avec ma copine. Les vies sont rabougries et sont empêchées de toutes parts. Donc ça ne va pas. Ce qui ne va pas non plus, et je vous pose la question ce soir, à tout le monde, mais ça m'intéresse d'avoir l'avis des grands témoins. Est-ce que raisonnablement notre démocratie peut continuer à faire croire que ça se joue tous les 5 ans sur l'élection présidentielle, avec ce qu'a produit l'inversion du calendrier électoral, qui fait qu'il n'y a quasiment plus d'élections législatives. Or, c'est là où il devrait y avoir aussi un grand débat démocratique sur le programme législatif, les lois. Et donc l'inversion du calendrier électoral, le quinquennat, la personnalisation à outrance qui fait que ça devient une star académie, la personnalisation, le fait de se dire on va prendre le bon cheval, quelqu'un a dit tout à l'heure. Il y a un peu de ça quand même. Et derrière, on se rend compte, il y a quelque temps, quelqu'un avait dit travailler plus pour gagner plus, un autre avait dit le changement c'est maintenant, là c'était la révolution. Mais on voit que ça ne va pas. Que ce système ne fonctionne pas en faisant que notre avenir serait suspendu à cette élection présidentielle. Je le dis parce que moi, je ressens là-dessus, pour être un passionné de politique, un vrai problème là-dessus. Il y a un problème sur la citoyenneté. Je donne un exemple. L'exemple ne va pas faire plaisir à M. le maire et à Josy Poueyto, mais je le donne. Je me bats avec un rapport de force très défavorable, mais quand on pense qu'un combat est juste, on le mène, même si on sait que c'est très compliqué. Je me bats contre la destruction d'un immeuble, ISAB, à Saragosse. Tout simplement parce que je me suis intéressé à ce dossier et pour moi, cette destruction n'a pas de sens. Je vais vous raconter quelque chose, ça dure 1 minute. Au début, quand je vais en bas de cet immeuble, je ne connais pas celles et ceux qui y habitent. Et puis, on fait connaissance. Ces locataires-là sont devenus, certains diraient que c'est des gens de peu, c'était Pierre Sanso qui disait ça. Ces gens-là sont devenus des experts de la politique de la ville, de l'ANRU, de l'amiante, de la co-construction. Ils ont beaucoup travaillé, tant et si bien que quand on est allé voir le préfet commence à leur dire, bon, vous voyez, il les prend un peu de haut. Hein. Il dit, on va vous expliquer l'ANRU, puis ils se mettent à parler. Et le préfet dit, mais vous connaissez tout ça sur le bout des doigts. Oui, je vous le dis, dans nos démocraties, dans nos territoires, on doit davantage s'appuyer sur la démocratie citoyenne, l'expertise. Les gens sont les experts de leur quotidien. Ils ont les solutions. Ils savent comment faire. Comment entre 2 élections, parce que je suis, moi, un défenseur de la démocratie aussi représentative, c'est le scrutin, c'est le vote, comment entre 2 élections, par des référendums locaux, sur des sujets, est-ce que celles et ceux qui sont les premiers concernés peuvent décider? Je termine sur un point, c'est la démocratie sociale. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vous passez vos vies au travail, dans le public ou dans le privé. Vous devez pouvoir décider des grandes orientations concernant votre travail. Ça ne peut plus être mis dans les mains d'une minorité, parce que c'est vous les forces productives, quel que soit votre travail. C'est vous qui produisez de la richesse. Est-ce que, par exemple, la question d'une autre répartition des richesses peut être discutée ou pas?
Dernier point, il y a, monsieur le maire, je vous le dis, un immense scepticisme aujourd'hui dans les réunions publiques, ce qui parfois se traduit par une baisse de fréquentation, sur le résultat de ce grand débat, sur sa traduction politique. Est-ce que tout ça est une opération menée pour dégonfler un peu le mouvement populaire et citoyen, pour dire c'est pas encore joué. Si je suis là ce soir, c'est que je pense que c'est pas encore joué. Si un jour je vois que c'est joué, que c'est foutu, je ne viendrai pas. Je pense qu'il faut continuer à aller dans les salles, qu'il faut continuer à dire RIC, qu'il faut continuer à dire ISF, qu'il faut continuer à dire nos vies valent plus que vos profits et vos richesses cumulées. Il faut continuer à être dans ces salles. Mais attention, si au final le président de la République va vers l'entourloupe, notamment, en ne nous permettant pas un vrai débat européen et en faisant un référendum le jour de l'élection européenne, en ressortant des tiroirs des projets de loi sur la réforme constitutionnelle qui ont été remisés dans le tiroir du fait de l'affaire Benalla, on sera dans un niveau de défiance et dans une crise démocratique d'une ampleur plus forte encore que celle qui a marqué les derniers mois. Un dernier point, parce que je vois les journalistes, nous avons besoin plus que jamais d'étudier et de penser le monde, la société dans sa complexité. Et ça, on ne peut pas le faire sur les réseaux sociaux. On a besoin d'une presse libre et pluraliste. Merci. Madame sur la gauche. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, mais nous ne sommes pas dans un meeting politique. Oui. Excusez-moi. Je suis désolée. Que je sois d'accord. Non, que je sois d'accord ou pas d'accord avec vous. Est-ce que vous pouvez cesser, s'il vous plaît, oh, est-ce que vous pouvez cesser de hurler? Je suis désolée. Ici, on ne hurle pas. Mais dans ce genre de réunion, il me semble que le temps de parole doit être égal pour tout le monde. Exactement. Or, il se trouve que certaines personnes, je ne dis ni pour l'un ni pour l'autre, monopolisent la parole. Et je pense que dans certaines réunions que j'ai pu entrevoir, on donnait un temps de parole de 5 minutes, par exemple, à chaque personne. Il se trouve que là, dès qu'on a le micro, on le monopolise. Ceci étant, maintenant, je vous fais 2 réflexions. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. 2 réflexions. Première réflexion, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai vu différents systèmes politiques et systèmes économiques. Je suis désolée, mais quand on compare la France à une dictature, allez donc dans d'autres pays. Deuxième réflexion, s'il vous plaît. J'ai le micro et c'est à moi de parler. Je suis en démocratie, c'est à moi de parler, madame. Moi, je n'accepte pas les hurlements. Je n'accepte pas les hurlements. Ici, nous sommes en démocratie. Tout le monde a le droit de parler. Non. Et il n'y a pas que vous. Vous n'avez pas la parole, non. Donc, deuxième réflexion que je peux faire. Vous avez parlé. C'est que vous râlez, bien évidemment, sur le système social, etc. Allez dans les pays du tiers-monde. Allez dans d'autres pays. Allez dans d'autres démocraties. Et vous verrez ce que c'est. Troisième réflexion. Je suis enseignante. J'ai été enseignante, plus exactement, pendant 40 ans de ma vie. Et j'estime, je peux parler, j'estime que nous avons une faillite monumentale de l'enseignement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réussi à éduquer, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, nos citoyens. J'estime qu'il y a une bassesse de réflexion, que ce soit dans la classe politique, que ce soit parmi les Gilets jaunes, qui est inadmissible. Nous n'avons pas réussi à inculquer ce qu'est la citoyenneté, ce que c'est qu'un citoyen, ce que c'est qu'une république, ce que c'est la démocratie. Donc, je prends aussi ma responsabilité, puisque j'ai été prof pendant 40 ans. Mais j'estime que c'est inadmissible les propos que nous entendons. Merci beaucoup.
On va aller... Non, s'il vous plaît, non. Quelle question? Quelle question? Non, non, vous répondez pas. Je n'accepte pas les hurlements. C'est clair. Je n'accepte pas les hurlements. Bon. Chut. Monsieur... Bonsoir à tous et bonsoir, monsieur le maire. Je vais, s'il vous plaît, attendez. On va attendre le silence. On va attendre le silence. Ben, on est là pour le demander si on le souhaite. Bon. Madame. Alors c'est à moi. Monsieur, attendez. On va attendre. On va attendre que revienne le silence avant de continuer. Chut. Vous avez la parole. Alors, je n'ai pas de questions à poser. J'ai simplement à exprimer un trouble et une inquiétude. C'est la suivante. La démocratie, c'est une forme de gouvernement, et on a souvent dit que c'était pas la meilleure, mais en tout cas la moins mauvaise. Mais la démocratie, ce n'est pas qu'une forme de gouvernement, c'est aussi un idéal moral. C'est la raison pour laquelle on tient tant que ça à la démocratie, c'est la raison pour laquelle la plupart de tous les peuples, tous les hommes de cette planète aspirent à la démocratie. Et il y en a de moins en moins. Alors, voilà mon trouble et mon inquiétude. Moi, il me semble, nous sommes au XXIe siècle, il me semble que la démocratie est terriblement menacée. Alors, la liste des menaces serait longue. Je vais m'en tenir à 2 ou 3. La première, c'est le terrorisme. Et il ne faut pas se leurrer. Ce que cherchent les terroristes, c'est précisément à nous faire sortir de la démocratie. Première question que je voudrais poser. Quelle est l'arme des démocraties face au terrorisme? Deuxième point, au mois de novembre, à Pau, il y a eu Les idées mènent le monde. Ça a été extrêmement intéressant. C'était une réflexion sur le monde de demain. Et je dois vous dire que j'en suis sorti le moral dans les chaussettes. Je vais expliquer pourquoi. Ressaisissez-vous. Oui. Le monde de demain risque d'être terriblement inégalitaire. Mais des inégalités telles que l'humanité n'en a jamais connues. Un des participants, qui s'appelle Laurent Alexandre, a expliqué que le développement de l'intelligence artificielle était une machine à fabriquer des gilets jaunes. Pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, beaucoup d'emplois vont disparaître. Benoît Hamon a su poser ce problème-là et, à mon point de vue, il a fait preuve d'une très, très grande lucidité en posant ce problème dans la campagne électorale, en proposant le revenu universel. C'est peut-être une solution utopique, mais je crois qu'il faut réfléchir à ça. Le développement
de l'intelligence artificielle, le progrès des techniques comporte des risques réels contre la démocratie. Le troisième point, c'est Internet, les réseaux sociaux, etc. Et là aussi, il y a probablement des fausses nouvelles, des rumeurs, des manipulations, et tout ceci, évidemment, peut porter atteinte à la démocratie. La solution, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans éducation. Il me semble que l'éducation des parents envers leurs enfants et de l'école, c'est la condition sine qua non d'une véritable démocratie. Or, il faut le dire, l'école actuellement est défaillante sur beaucoup de points. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, 90% à peu près des jeunes sont reçus au bac, qu'il y a de plus en plus de mentions très bien, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui passent le bac avec une mention. Donc, le résultat concret, c'est que beaucoup de jeunes à l'école, au lycée, ne travaillent pas suffisamment, puisque de toute façon, ils savent qu'ils auront le bac. Donc, je crois que pas de démocratie sans éducation, mais la première chose à faire, c'est d'avoir une éducation qui soit solide. Merci beaucoup. Tout ce qui se dit ici montre la complexité de notre société et je rajoute un élément au débat, puisque on a parlé tout à l'heure de serrer les questions, mais c'est très compliqué. J'ai essayé pourtant, hein. Oui, mais je me suis fait mettre en cause. La complexité, c'est une des réalités de notre époque, du moins de le penser, d'essayer de le penser. J'entends parler beaucoup de référendum. Et moi, je suis perplexe quand je vois ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Et je m'interroge beaucoup sur les conditions des solutions, les conditions qui permettraient à des solutions à des problèmes que nous rencontrons de ne pas, ne pas louper, ne pas nous précipiter dans des problèmes encore plus graves. Voilà. Merci. Monsieur, avec le pull gris clair sur... Xavier. Bon, je vais essayer d'être pratique et efficace. Deux petits points quand même. Pour madame, je suis, comme vous dites, un vieux des 30 Glorieuses. Je peux vous rassurer, quand j'avais votre âge, j'étais beaucoup, beaucoup plus pauvre que vous n'êtes aujourd'hui. Et d'une façon générale, nous sommes nés beaucoup, beaucoup plus pauvres que vous n'êtes aujourd'hui. Je ne vous donne pas la parole pour répondre, je vous réponds. La deuxième chose sur la démocratie, comme beaucoup de gens, je suis fils d'immigrés italiens. Ma mère est partie d'Italie en 1922. Vous savez pourquoi? Alors je peux vous répondre aussi sur ce thème-là. La démocratie en France, elle existe. On pourrait parler aussi des nombreuses personnes ici qui ont fui l'Espagne au mauvais moment, etc. On en reste là. Bon, un point, je voulais reprendre ce qu'a dit M. Marzio sur la démocratie. Je pense qu'effectivement, les citoyens français ne veulent pas de la démocratie. Parce que le pouvoir, ils l'ont. Ils ont un énorme pouvoir. Monsieur parlait des médias, je ne sais plus qui parlait des médias. En plus, il s'adressait à vous, Monsieur Bayrou, comme étant des médias, vous n'en êtes pas. Les médias, on a tout pouvoir. Il y a un bouton qui s'appelle marche-arrêt. Si on faisait un peu plus usage de notre pouvoir de citoyen, ça s'arrêterait. Je vous rassure, il y a des chaînes qui ne sont pas trop bêtes. Si vous ne les trouvez pas sur l'AFM, vous les trouverez sur Internet. Il y a moyen de s'informer d'une façon intelligente. Voilà. Merci pour
Alors, maintenant, les choses pratiques. Il y a un monsieur, et je vais me cantonner à ça parce qu'il y en aurait trop sinon. Monsieur a parlé des trop nombreuses strates dans l'administration. C'est un fait. Mais le problème, c'est que, encore une fois, nous, les citoyens, on se ment là-dessus. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a trop de strates dans l'administration, et le lendemain, lorsque quelqu'un a le malheur de réduire des budgets à une administration ou à de demander à ce qu'on regroupe différentes strates, à ce moment-là, tout le monde sort dans la rue, les mêmes qu'on rouspétait la veille parce qu'il y avait trop de monde dans les administrations, tout le monde sort dans la rue en disant « c'est inacceptable, c'est au détriment des citoyens, etc. » Ce n'est pas vrai. Il y a effectivement trop de strates dans l'administration. M. Bayrou me connaît peut-être, je fais partie d'un festival d'art qui, pour obtenir des petites centaines, voire milliers d'euros de subventions, fait tous les ans 4 dossiers, l'un au Conseil général, l'un au Conseil régional, l'un à sa mairie, etc., et à la communauté de communes, avec des gens qui, en face, étudient le dossier, répondent, etc. Et à la fin, on a dépensé beaucoup plus d'argent en personnel administratif pour étudier le dossier que l'argent qu'on nous donne. Voilà. Donc, je suggère, par rapport à ça, qu'on mette ça au domaine public, c'est-à-dire qu'on se mette tous d'accord, les politiques de gauche comme les politiques du centre, comme les politiques de droite, pour dire il y a une évidence, c'est qu'il faut réduire la lourdeur administrative, que sur cette base-là, on établisse un programme concret, avec des choses concrètes, et que les partis en question, que j'appellerais les partis démocratiques, les partis responsables, disent « nous sommes d'accord avec ce programme ». Et que ce programme-là, que ce soit un président de la République En Marche, voire du MoDem, on ne sait jamais, ou socialiste, ils le mettent en application, conformément à l'accord qui a été pris. Pour ceux qui sont allés en Allemagne, moi j'y ai vécu en Allemagne, j'ai pu apprécier le mode de fonctionnement, ça marche. Et à la fin, on a des solutions. Voilà. Donc ma suggestion, c'est ça. C'est qu'au lieu d'utiliser la politique comme un moyen de devenir vizir à la place du vizir, en pratiquant l'opposition systématique, qu'est-ce qu'il a dit Macron? Je vais dire le contraire. On se met d'accord sur des programmes, sur les questions et sur des réponses aux questions, et que ces réponses aux questions, ensuite, ceux qui se sont mis d'accord, les soutiennent. Je reviens donc du coup à votre référendum. C'est sûr que si on va à un référendum avec Macron qui fait un truc, c'est sûr, ça va merder. Ça va faire comme en Angleterre, ça va faire comme partout. C'est évident, ça va être, on va avoir un vote de ces braves gens-là. Bon, je ne dirai de plus. Donc, si on veut qu'il y ait un référendum raisonnable, il faut que ce référendum raisonnable soit celui sur une question, sur un projet, excusez-moi, je vais quand même finir, sur un projet qui a été, au moins dans les grandes lignes, approuvé par un nombre de partis suffisant pour que ce référendum ait la majorité. Sinon, on va au casse-pipe. Merci beaucoup de votre... Monsieur, au fond. Oui, bonsoir. Juste une petite anecdote. Une parole de Clémenceau à la fin de la guerre de 14-18. Je pense que les Gilets jaunes sont dans le même mouvance. Clémenceau avait dit « L'action d'un soldat doit se calquer sur celle du morpion. Cet animal sublime qui meurt, mais ne se rend pas. » Voilà. Bon, parfois, il y a déjà des petits troubles. Voilà. L'année dernière, Monsieur François Bayrou, en tant que président du MoDem, vous étiez exprimé votre révolte face aux 2 milliardaires américains qui gagnaient autant que 175 millions d'Américains. Et là, je pense que les hommes politiques devraient plus se révolter, parce que ça venait de votre cœur. Alors une autre chose, c'est que notre société, je ne sais pas si notre société va vers un avenir dystopique ou si elle est dans un avenir dystopique. La dystopie, c'est l'utopie qui vire au cauchemar. Et le cauchemar, c'est 5 millions de chômeurs.
Lors du dernier débat, vous avez parlé de Platon. Et c'est vrai que parler de Platon... C'était imprudent. Non, non, c'est très très bien. C'est extraordinaire parce que quels sont les hommes politiques qui parlent de philosophie de Platon de temps en temps? Et quand vous en avez un, gardez-le. Oui, mais alors... Oui, mais c'est vrai. Et vous avez dit, donc au dernier débat, la responsabilité dans une société suppose une compétence. La dette et la gestion publique auraient pu être minimisées, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, auraient pu être minimisées s'il y avait eu plus de compétences. Ok ? Donc, ça veut dire, c'est ce que vous avez dit au dernier débat, oui. Ça veut dire que chez les technocrates, c'est bourré d'incompétents parce qu'on est dans la merde depuis 30 ans. Ils nous ont foutu dans la merde depuis 30 ans avec 2300 milliards de dettes. Comment ça se fait que M. Cron ait dilapidé Alstom et qu'il ne va pas avoir de procès? Il nous aligne notre liberté. Nos turbines parties aux Américains. M. de Villepin, il a vendu nos autoroutes pour 14 milliards. Mais c'était notre patrimoine. Monsieur, juste une question. C'était notre patrimoine. Oui, excusez-moi. Juste une question. Oui. Il y a eu cette décision sur les autoroutes. Et qui, en France, s'y est opposé? Et j'ai été seul. Oui. D'Artigol dit non, et moi je dis oui, parce que moi je suis allé, pardon, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis allé au Conseil d'État comme simple citoyen pour demander l'annulation de la décision de privatisation des autoroutes. Et c'était évident qu'on allait se retrouver dans cette circonstance-là. Alors, non, on ne peut pas les renationaliser. Ben, vous me dites si on peut... Par référendum. Non. Parce qu'il y a... Excusez-moi. Ce n'est pas vrai. Pour une raison que j'avais dite à l'époque, c'est qu'il y a une loi, il y a une disposition de la Constitution en France qui veut que quand on nationalise, on doit indemniser. Ce que Mitterrand avait fait, et en remboursant la totalité, ce qui ferait 40 milliards ou 50 milliards. Très bien. Écoutez, essayons, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas dire de bêtises, d'accord? J'ai plus de voix, donc j'ai plus de voix pour dire des bêtises. Mais monsieur, oui, je voudrais. Je vous livre en une phrase avant une réflexion sur ce que vous avez dit sur faudrait de la compétence et les techno. Oui, c'est moi qui l'ai dit et Platon avant moi et les technocrates dans tout ça. Alors je vous dis ma lecture des choses. C'est purement subjectif. Toute la France est construite sur l'idée que technocratie égale compétence. Passer des concours, obtenir des qualifications, avoir des diplômes, et que si on donnait le pouvoir à ceux qui sont compétents, entre guillemets, tout serait mieux géré. Simplement, la question, c'est que la vraie compétence politique, ce n'est pas une compétence de diplôme. Ce n'est pas une compétence de qualification, d'études, de statistiques. Il y faut quelque chose qui touche à la compréhension des hommes et des sociétés. Et c'est ceci qui manque le plus. Dans un système dans lequel le pouvoir est enfermé dans la responsabilité de gens qui ont tous la même formation. Voilà la raison pour laquelle, depuis longtemps, moi, j'essaie de défendre notre système.
mais je suis assez minoritaire parce que eux sont très majoritaires. Le problème, c'est que Patrick Cron, qui était un ingénieur des mines, major de sa promotion, il a foutu en l'air Alstom. Anne Lauvergeon, qui était major de sa promotion, ingénieur des mines, qui a foutu en l'air Areva. Mais quels sont les procès qu'on va leur faire? C'est des gens qui devraient être déjà en prison. Comme Gamelin. Gamelin, il s'est fait arrêter. Il a foutu en l'air en 15 jours l'armée française en 40. Il a été, après, mis aux arrêts par Vichy. La dernière chose que je voudrais dire au sujet de la comparaison de la France avec la dictature. Vous connaissez la Chine? Vous savez ce qui se passe en Chine? Xi Jinping a enfermé 1,2 million Ouïghours dans les camps de rééducation, comme Hitler dans les années 30, avec les sociodémocrates, avec les communistes, les homosexuels, les juifs. Xi Jinping, il fait arrêter des avocats avec leurs clients. 5 ans, 10 ans de prison, actuellement, 2019. Xi Jinping, il arrête des sympathisants de la cause de l'environnement avec des avocats. Xi Jinping, il a mis en place un compte social. Le compte social avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le prix Nobel de la paix. Et des caméras de reconnaissance faciale de tous les visages dans toutes les rues. Voilà. Le prix Nobel de la paix 2010, Louis Xiaobo, quand il a été nommé prix Nobel de la paix, il a été en prison. Ils l'ont libéré 15 jours après, il mourait. Il s'est passé exactement la même chose en 1936 avec Karl von Ossietzitz, qui a reçu le prix Nobel de la paix et qui a été mis en prison. Il a été libéré en 1938, il est décédé. Il se passe exactement la même chose en 2019. La Chine est en train de devenir un pays une dictature, pareil que le système que Hitler a mis en place dans les années 30, alors qu'Hitler avait pris les pouvoirs à vie le 30 janvier 1933, ce qu'a fait Xi Jinping en 2018, l'année dernière. L'Europe et la démocratie et la France devraient faire très très attention actuellement. On a 49 milliards d'euros d'importation de produits chinois. Qui c'est qui achète? Qui c'est qui fait attention à ces produits? On donne un blanc-seing à la Chine avec cette dictature. Je milite depuis 40 ans pour le Tibet. Voilà ce qu'il en est. Je n'ai pas besoin, je connais la situation par cœur, puisque j'ai dénoncé les prélèvements d'organes il y a 25 ans. C'était une honte. Faites très attention à ce qui se passe maintenant. Ne dites pas n'importe quoi. Ne confondez pas dictature et démocratie. La France, c'est la France. J'invite les avocats à parfois se rebeller. Parce que Xi Jinping va venir dans le courant de ce premier semestre en France. Et qu'est-ce que l'on va faire? J'espère, monsieur le président du MoDem, vous êtes très écouté. J'espère que vous vous révolterez, vous révolterez. Voilà. Je vais vous dire une chose. Je parle avec mon cœur. En guise de réponse, puisque vous m'interpellez. Les risques que vous décrivez sont absolument exacts. Peut-être même sont-ils encore plus considérables que ceux que nous disons, parce que le régime qui est en train de se construire, et il y en a plusieurs sur la planète, c'est un régime qui utilise le sommet de la technologie au service
d'une volonté de puissance politique irrésistible. Mais ça ne dépend que d'une chose. C'est est-ce que nous voulons nous défendre, ou en tout cas exister en face de cette menace, ou est-ce que nous décidons, comme toujours, de nous diviser de manière à être faibles ? Tout à l'heure, on a posé la question en disant « À quoi l'Europe sert-elle » Elle sert à une chose, l'Europe que nous voudrions, pas celle qui a dit aujourd'hui que Alstom et Siemens ne devraient pas s'entendre ensemble. Elle ne sert qu'à une chose, c'est à regrouper nos forces pour faire respecter notre point de vue à nous, notre vision du monde à nous. Ces petits pays, nous sommes des petits pays, mais qui ensemble peuvent faire beaucoup. Simplement, si nous continuons à être comme nous sommes aujourd'hui, sans vision, sans unité, à nous disputer sur des petites choses au lieu de nous unir sur des grandes, alors ne vous trompez pas. Vous avez la Chine d'un côté, vous avez dit ce qu'il en était, vous avez Trump de l'autre côté. Trump, c'est simple, hein. Il a décidé qu'il allait mettre des sanctions contre l'Iran, lui, président des États-Unis, et les sanctions, elles ont dû être exécutées par les entreprises européennes. Ce n'est pas chez nous, il n'est pas notre patron, mais il y a une telle puissance du système juridique et financier du dollar américain que Peugeot a plié les Gaules en 15 jours, que Total a plié les Gaules en 15 jours, et qu'ils n'ont aucun moyen de résistance parce que nous sommes faibles. C'est notre faiblesse qui fait la force des autres. Or, comme vous le dites à très juste titre, les moyens technologiques, numériques, Internet qui touchent, comme on dit, aux data, c'est-à-dire aux milliards de renseignements qu'on peut avoir sur chacun d'entre nous, ces régimes-là ont décidé de les utiliser pour leur puissance. Et personne n'ouvre les yeux. Et si ça pouvait au moins avoir servi à ça, je suis content de votre intervention. Notre intervention. Le 16 janvier 2019, tous les prix Nobel d'économie américains, de droite, de gauche, du centre, écologistes, ont publié une tribune au Wall Street Journal en demandant, en réclamant la mise en place d'une taxe carbone. Ça peut être, on peut contrer la Chine là-dessus, puisqu'elle a signé la COP21 et les accords de Paris. Voilà. Merci.